Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'Artilier. Pour la prochaine production Hervé & Co, que nous venons de finir de tourner, nous avions besoin d'armes de poing qui paraissent les plus réalistes possibles. Alors pour ça, on avait plusieurs solutions. Soit acheter de vraies armes et utiliser éventuellement des balles à blanc. Il y a plusieurs points pour lesquels, plusieurs raisons pour lesquelles on ne fait pas ça. La première, c'est que ça coûte vachement cher. La deuxième, c'est qu'il faut sûrement des autorisations, etc. C'est complexe. Et la troisième, c'est que c'est pas nécessaire et c'est trop dangereux. Il n'y a qu'à voir le dernier accident en date sur le film Rust. Donc c'est non négociable pour moi. Aucune arme, aucune vraie arme, enfin rien qui tire en fait sur un tournage. Donc ensuite, comme autre possibilité, nous avions le fait d'acheter un jouet. Alors soit un jouet évolué style réplique de Airsoft, mais ça coûte très cher aussi. Soit un jouet type pour les enfants, éventuellement avec un pétard dedans et encore. Mais c'est pas forcément super pratique parce qu'il n'y a pas toujours tous les mouvements réalistes et en plus de ça, c'est assez fragile, etc. En tout cas pour les jouets. La dernière vraie option, et c'est celle qu'on a choisie, c'est de faire nos propres répliques, donc de les concevoir et de les fabriquer. Il y a plusieurs avantages à ça. Le premier, c'est que ça coûte moins cher. Enfin, disons que le premier modèle va coûter cher en temps parce qu'il faut faire la conception, les ajustements, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Mais, euh, mais après, les modèles suivants, ça va être qu'un coût matériel, c'est-à-dire on va lancer l'impression 3D et ça va tourner tout seul et voilà. C'est aussi justement l'avantage de l'impression 3D, de pouvoir faire des choses pas chères comme ça. Donc ça c'est le premier point. Ensuite, c'est facile à réparer. Imaginons qu'il y a une pièce qui casse, bah, comme on l'a conçu nous-mêmes, on a déjà le fichier, il suffit de la réimprimer et c'est bon. En général, c'est aussi plus solide, par exemple par rapport aux jouets, parce que souvent les jouets, de par le process de fabrication, en fait, ils sont faits en injection plastique, et enfin, les coques sont faites en injection plastique, et du coup elles doivent avoir une épaisseur constante. Ça, c'est une nécessité pour ce process, afin d'avoir un durcissement homogène de la matière. Donc il faut une épaisseur homogène partout et fine pour réduire les coûts de fabrication, ce qui fait que les coques sont souvent très fragiles. Donc on n'a pas ce problème dans notre cas, puisque bah, la coque, au contraire, on peut la faire aussi solide qu'on veut. Limite, on peut faire un 100% de remplissage sur l'impression 3D, c'est pas nécessaire et ça n'a aucun sens, mais on pourrait si on voulait. Donc il y a beaucoup moins ce problème de solidité de la coque que sur un jouet. Et la dernière raison, la quatrième raison, c'est qu'en fait, on va pouvoir créer une arme exactement comme on la veut, c'est-à-dire avec pile poil les mouvements qu'on veut, etc. Enfin, à condition d'y arriver, bien sûr. Mais voilà, en tout cas, on est libre de faire comme on veut. Bon, c'est bien gentil de parler de tout ça, mais maintenant, comment on fait vraiment? Alors déjà, ça va dépendre de l'arme qu'on a choisie. Donc dans notre cas, on a choisi d'utiliser des Colt 1911 parce que ça rentrait bien dans le cadre dans l'idée qu'on voulait donner sur la production. Et donc le Colt 1911, c'est une arme semi-automatique, ce qui signifie qu'elle va charger une nouvelle balle après en avoir tiré une. Donc pour faire simple, lorsqu'on va tirer une balle, euh, il va y avoir l'explosion, etc. La balle va partir et ensuite on va éjecter la cartouche de cette balle qu'on vient de tirer et on va charger une nouvelle balle. Donc ça, c'est le semi-automatique. Le automatique, si on reste appuyé sur la gâchette, ben, ça va tirer en continu à la cadence qui est définie par le mécanisme de l'arme. Et une arme qui n'est ni automatique ni semi-automatique, elle va devoir être réarmée à chaque fois qu'on veut tirer de nouveau. Donc dans le cas du Colt 1911, le réarmement, il est fait avec le recul de la glissière. En anglais, on appelle ça le blowback. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on tire la balle, l'explosion va projeter la balle vers l'avant du canon. Donc là, imaginons, il y a l'arme. L'explosion, elle se situe à peu près au milieu, à ce niveau-là. Ça va projeter la balle vers l'avant et ça va faire reculer la glissière en arrière comme ça. Et donc ça va permettre d'éjecter la cartouche précédente et de charger la nouvelle balle. Et avec un ressort, la glissière va revenir en position normale.
Et là, si on appuie de nouveau sur la gâchette, on lâche le marteau qui vient taper le percuteur, qui provoque l'explosion. Explosion qui fait partir la balle en avant et reculer la glissière. On charge une nouvelle balle, etc., etc., etc. Alors c'est très bien, ça marche super bien. Le problème c'est que dans notre cas, on ne veut pas tirer. Donc il n'y a pas d'explosion. S'il n'y a pas d'explosion, il n'y a pas de recul. S'il n'y a pas de recul, il n'y a pas de rechargement. Et enfin, du coup, on n'a pas le mouvement de la glissière. Sachant que le mouvement de la glissière, il se voit, puisque la glissière elle est sur le dessus, comme ça. Un truc comme ça qui fait pouf. Donc ça se voit. Donc moi, je voulais l'intégrer, parce que dans le film, on a besoin de voir le mouvement de l'arme pour que ça fasse réaliste. Donc reprenons rapidement le cahier des charges. L'arme, donc le Colt 1911 que je devais modéliser, enfin, concevoir et imprimer en plusieurs exemplaires, il devait avoir plusieurs caractéristiques. La première, c'est d'être le plus réaliste possible vu de l'extérieur, donc avec les petits détails, etc. Éventuellement les vis au bon endroit, tout ça. D'être totalement imprimable en 3D, puisque j'ai pas beaucoup d'autres moyens de fabrication précis pour ça. Donc en gros, à part les axes, les vis et éventuellement les ressorts et élastiques, il fallait que tout soit imprimable en 3D. Et la dernière chose, c'est d'avoir le plus de mouvements réalistes possible. Et justement, les objets qui ont besoin de mouvements réalistes, enfin, les parties de l'arme qui ont besoin de mouvements réalistes, c'est la gâchette, évidemment, puisqu'il faut pouvoir appuyer dessus et qu'elle revienne avec qu'elle ait un retour. La glissière, donc ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fait qu'elles doivent reculer, ça c'est très important parce que c'est un mouvement très visible. Il y a le marteau qui est à l'arrière de la glissière et qu'on doit pouvoir relever pour armer le premier coup du chargeur. Et dans l'idéal, il faudrait aussi que quand on appuie sur la gâchette, le marteau vienne se rabattre et que quand la glissière recule, elle vienne le réarmer. Voilà. Et ensuite, le dernier mouvement important, c'est le chargeur. Donc le fait de pouvoir l'enlever avec le bouton qui est au bon endroit, etc. Donc on n'avait pas forcément besoin de tous les mouvements pour la production qu'on voulait faire cet été, mais bon, dans l'idée, si on veut pouvoir réutiliser les armes, c'est mieux d'avoir le plus de possibilités possible. Donc maintenant, je vais détailler un petit peu chaque partie, comment on fait. Donc vous pouvez voir là ma modélisation. Donc tout d'abord pour la gâchette, donc elle est là. La gâchette sur un Colt 1911, elle a un mouvement de glissière, donc elle va reculer. Enfin, elle n'est pas en pivot, elle va se déplacer suivant un axe. Donc pour ça, il faut faire une liaison glissière qui va se faire avec cette forme-là. Donc c'est un simple parallélépipède rectangle. Et on va faire une forme complémentaire dans la coque pour pouvoir tout simplement avoir un déplacement. Donc ça c'est pour la gâchette. Donc c'est assez simple. Ensuite, pour le marteau, par exemple, on va l'avoir ici. Donc il y a le marteau qui est ici avec un ressort qui est aussi imprimé en 3D parce que c'est plus simple. Par contre, c'est un peu moins durable. Donc ça peut être un peu embêtant, mais bon, à voir. Au pire, on peut toujours le changer aussi de temps en temps. Donc le marteau, il est ici. Il est en pivot par rapport à ce point-là, au centre. Et lorsque l'on va rotation, et on peut le tourner comme ça. Et il va venir se bloquer par rapport à cette pièce-là qui est en pivot ici et ici, avec un ressort entre LED, ce qui va lui permettre d'avoir un petit peu d'élasticité pour pouvoir se libérer, on va dire. Et donc là, bon, en théorie, il faudrait un appui à cet endroit-là pour pouvoir
libérer le marteau, mais dans les faits, avec l'impression, etc., c'est pas pile poil et ça glisse un peu. Donc on peut relever le marteau juste en appuyant dessus vers le haut. Alors à la base, je voulais faire une liaison entre la gâchette et ce qui maintient le marteau pour pouvoir libérer le marteau quand on appuie sur la gâchette. Mais en fait, c'est vraiment très très complexe et je m'y étais mal pris au début. Il aurait fallu que je reprenne toute cette partie-là depuis le début et j'avais pas le temps, donc du coup, je l'ai pas fait au final. Mais voilà, dans l'idée, on peut aller encore plus loin. Donc le chargeur, il ressemble à ça. Donc il y a la forme complémentaire dans la coque qui va lui permettre de rentrer normalement. Ensuite, il y a ce petit objet ici qui a en fait un ressort de l'autre côté, donc il peut bouger un petit peu en translation. Hop. Donc, si je vous montre, en gros, il peut s'enfoncer comme ça. Comme ça. Et en fait, ici, vous voyez, il y a ce qui va permettre de bloquer le chargeur. Donc en fait, quand on veut rentrer le chargeur, eh bien, comme c'est arrondi là, le chargeur va pouvoir baisser ce blocage. Et par contre, à l'inverse, c'est droit, donc du coup, on ne peut pas tirer le chargeur, en tout cas, ça va le bloquer. Et donc voilà, ça permet de faire le mouvement du blocage du chargeur. En gros, quand on appuie dessus, du coup, on libère le blocage et donc on peut enlever le chargeur. La dernière chose, c'est la glissière. Alors la glissière, en fait, elle est en deux parties. Il y a la forme extérieure, celle qu'on voit, qui est fixée à l'aide de deux vis ici. Donc, elle est fixée sur ce bloc de l'intérieur, que j'ai appelé le support glissière, qui est là. Hop, et donc elle est vissée dessus, et en fait c'est ce support glissière là qui va assurer le mouvement. Et donc je vais vous le détailler maintenant. Donc déjà on retrouve le même parallélépipède rectangle que sur la gâchette, puisque la glissière aussi a un mouvement de glissière. C'est logique, c'est dans son nom. Donc on a le même système avec une forme complémentaire dans la coque qui va permettre un déplacement linéaire. Un déplacement comme ça. Non, ça marche pas. D'accord. Un déplacement comme ceci. Voilà. Donc en gros, quand on appuie sur la gâchette, paf, on va avoir un recul. Et ensuite, avec l'élastique qui est positionné, eh bien, la gâchette va revenir à sa position initiale, comme ça. Pour revenir à la base, en gros, le seul mouvement que l'on applique à l'arme, c'est celui de la gâchette. Donc ça veut dire que pour reculer la glissière, eh bien, il faut utiliser le mouvement de la gâchette. Alors, on aurait pu utiliser de l'électronique et mettre un petit moteur, par exemple, à l'intérieur, mais j'avais pas trop le temps et je suis pas forcément trop à l'aise avec ça. Donc j'ai préféré cette autre solution qui est purement mécanique. Et donc cette autre solution, elle utilise le mouvement de la gâchette pour déplacer la glissière. Sauf que la gâchette, elle va bouger de environ 7 mm, alors que la glissière, elle doit bouger de 30 à 40 mm. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas être en liaison directe. Ça ne peut pas être la même pièce qui fait les deux, puisqu'il faut amplifier le mouvement pour la glissière. Donc pour amplifier ce déplacement, j'ai utilisé ce système que l'on peut voir ici, avec en fait une pièce que j'appelle le rabatteur, qui va bouger avec la gâchette, mais qui est en pivot par rapport au corps en fait, et ça va amplifier le mouvement. Alors ce système, je ne l'ai pas inventé, je m'en suis inspiré fortement, si je puis dire, de l'arme de Blackfish, qu'il fait en carton. Et après, je l'ai un petit peu adapté, j'ai pas exactement la même cinématique entre la gâchette et le rabatteur, mais l'idée, c'est à peu près la même. Donc, comment ça marche? Il y a le rabatteur qui est en pivot par rapport au bâti sur cet axe-là. Donc,
concrètement, le rabatteur va pouvoir bouger comme ça, ok? Et uniquement comme ça. Donc si on se met vue de côté, il peut bouger comme ça. Alors, vous pouvez voir que si je le mets ici, par exemple, ce trou-là s'aligne avec le trou oblong dans le rabatteur ajusteur. Et c'est fait exprès puisque, en fait, la gâchette, je lui mets un axe ici qui rentre dans le trou oblong du rabatteur. Et du coup, quand je tire la gâchette en arrière, l'axe va entraîner le rabatteur et va le rabattre comme ça. Je sélectionne ça comme ça. Hop, en gros, la glissière se décale vers l'arrière et du coup, le rabatteur est entraîné. Le rabatteur est entraîné vers l'arrière. Ah. Le rabatteur est entraîné vers l'arrière. Et voilà. Bon, d'accord, mais là, ça suffit pas. Donc, lorsque le rabatteur va faire son mouvement comme ça, entraîné par la gâchette, eh bien, il va rentrer en contact, à cet endroit-là, il va rentrer en contact avec le support de la glissière. Enfin, pas directement, il va rentrer en contact avec ce clapet, qui est une seule pièce. Donc, si je le trouve ici, allô, donc il est ici, donc il a une forme un petit peu particulière. En gros, il est composé de deux triangles, il y en a un comme ça, et un comme ça, et d'une sorte de ressort en spirale au-dessus. En fait, ça va lui permettre d'avoir un mouvement où, quand on appuie avec le rabatteur vers l'arrière, comme ça, les deux triangles rentrent en contact et donc ils ne peuvent pas se reculer, ce qui va permettre au rabatteur d'appuyer sur une surface quasiment plane. Et à l'inverse, quand le rabatteur revient vers l'avant, eh bien, ces deux pièces-là, les triangles vont être en rotation par rapport à ces deux axes-là et vont avoir tendance à laisser passer le rabatteur. Voilà, donc ça c'est l'idée. Et ça marche plutôt bien. Au final, le rabatteur il est en rotation par rapport à cet axe-là et il est entraîné par la gâchette et il entraîne la glissière en arrière. Donc il l'entraîne jusque là. À cet endroit-là, les petits triangles que je viens de vous expliquer, eh bien, ils vont plus être entraînés puisqu'ils vont passer au-dessus. Dans ce cas-là, du coup, le ressort, enfin l'élastique qui est attaché à la glissière va rabattre la glissière en avant. Donc le mouvement de la glissière sera terminé. Et ensuite, le mouvement de la gâchette, il va être ramené vers l'avant aussi avec un élastique qui est attaché au rabatteur directement. Alors, il y a toutefois un point où il faut faire attention avec ce système, c'est que l'élastique qui retient, qui rappelle la glissière, donc il est situé entre cet endroit-là et à peu près par ici. Cet élastique-là, en fait, la tension qu'il va imposer dans la glissière, il va falloir réussir à la combattre en appuyant sur la gâchette. Or, comme on a une augmentation du mouvement, eh bien on va avoir une augmentation du couple. Enfin, tout simplement, c'est une question de bras de levier. Là, on a une pièce en pivot, le rabatteur. L'effort, si on l'applique au bout, il a un bras de levier beaucoup plus important que si on l'applique en bas. Ce qui veut dire que cet effort qu'on applique au bout, il va créer un couple autour de cet axe-là qui va être assez important. Et pour pouvoir le combattre avec un point qui est beaucoup plus près de cet axe-là, eh bien ça va être plus compliqué. Il va falloir appliquer plus de force ici. Ce qui veut dire que, en fait, il faut trouver un bon compromis au niveau du choix de l'élastique qui va rabattre la glissière, parce que si c'est un élastique qui est trop mou, eh bien, la glissière ne va pas revenir avec force et du coup le mouvement il sera un petit peu faussé. Mais si l'élastique est trop fort, eh ben en fait on sera incapable de reculer la glissière à l'aide avec ce mécanisme. Donc il faut trouver un compromis entre les deux. Donc maintenant quand on assemble tous ces systèmes, donc à la fin on se retrouve avec une arme comme ça.
donc qui est quand même assez proche de l'original, puisque on a le canevas, donc une image d'exemple en dessous, et donc c'est quand même assez proche. Donc voilà, donc ça c'était pour le Colt. Au final, comme vous pouvez le voir, il fonctionne plutôt bien. Il y a tous les mouvements que je voulais. Bon, il pourrait y avoir quelques améliorations, de la fiabilisation aussi, etc. J'ai dû par exemple faire une modification sur la gâchette parce qu'elle avait tendance à la casser à un endroit, toujours au même endroit, donc en fait il y avait une faiblesse. Donc j'ai rajouté un axe en fait métallique à l'intérieur. Euh, mais bon, voilà, au final ça fonctionne plutôt bien. Alors par contre, toutefois, il y a quelque chose où il faut faire très attention, c'est la chaleur. En fait, les armes ont été stockées à un endroit où il faisait assez chaud et le plastique s'est pas mal déformé. Donc ça, il faut faire attention du coup à pas les stocker dans un endroit où il peut faire trop chaud. Voilà. Donc après, comme on trouvait que c'était un peu dommage d'avoir que des Colt 1911, et puis aussi parce que je m'ennuyais un petit peu, bien sûr, on a décidé de faire une autre arme en plus, qui est le Scorpion. Donc ça, par contre, c'est un fusil, enfin c'est un fusil, je sais pas comment, si c'est un fusil ou pas, mais c'est une arme automatique, donc qui doit pouvoir tirer en rafale. Et alors là, par contre, c'est pas les mêmes contraintes, puisque le mouvement que nous, on va faire, c'est toujours celui d'appuyer sur la gâchette, mais une seule fois. Et par contre, là, il faudrait un mouvement qui fait avancer et reculer. Alors là, c'est pas une glissière sur le scorpion. Donc il est là, le scorpion. C'est pas une glissière, c'est juste deux petits pins sur les côtés. Mais c'est pas possible de le faire avec un seul mouvement de la gâchette. Puisque, en fait, le mouvement de la gâchette, une fois qu'il est arrêté, bah, il ne peut pas y avoir un autre mouvement mécanique qui va continuer. Donc, ça veut dire qu'il aurait fallu forcément ajouter de l'électronique à l'intérieur. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, bah, moi, c'était pas possible sur le temps que j'avais. Donc, finalement, sur celui-là, on n'a quasiment pas fait de mouvement. On a juste mis le chargeur qu'on peut enlever et remettre. Et la gâchette, évidemment, qui se met comme il faut. Et après, par contre, on a ajouté une crosse en métal, enfin un tube métallique qui se met à l'arrière, comme sur les vrais scorpions. Et qui peut se rabattre aussi. Donc ça, c'est assez sympa. Mais du coup, c'était beaucoup moins compliqué. Il y avait juste la modélisation extérieure qui était un peu plus, enfin, même pas beaucoup plus complexe. Donc voilà, c'est tout pour les armes imprimées en 3D pour l'instant. Si j'en fais d'autres plus tard, évidemment, je vous en parlerai. Et puis après, on se retrouve pour des costumes bientôt, des vrais costumes, et des trucs bien. Ouais, ouais, ouais. Je pense que vous allez aimer. Allez, à plus, à dans 2 semaines.